L'invité du jour. L'invité du jour, animé par Sybille Rousseau. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le journaliste Pierre Dôme. Pierre, bonjour. Bonjour. Alors avec vous, on va parler d'un sujet, un sujet peut-être insoupçonné par certains de nos auditeurs, qui sont les immigrés de force, les travailleurs indochinois en France. Vous avez d'ailleurs écrit un livre qui est sorti chez Actes Sud en 2009 sur ce sujet-là, et il y a actuellement une exposition à voir sur ce thème. Alors Pierre, on va revenir un petit peu sur l'origine de cet ouvrage. Pourquoi vous avez décidé de traiter ce sujet-là? Dites-nous tout. Alors, c'est vraiment ce qu'on appelle le hasard journalistique, puisque à l'époque, ça fait 7 ou 8 ans, j'étais journaliste à Libération et je suis allé faire un reportage en Camargue, du côté de Arles, pour m'intéresser notamment au riz en Camargue. Et par hasard, en parcourant les petites routes de Camargue, je suis tombé sur une grange aménagée en musée du riz, dans laquelle se trouvait une photo, une vieille photo noir et blanc, sur laquelle on pouvait voir comme ça un peu de loin 2 paysans vietnamiens en train de repiquer du riz. Et en fait, c'est la légende qui m'a intrigué, puisqu'il était écrit, ouvrez les guillemets, en 1942, des paysans vietnamiens sont venus planter du riz en Camargue. Alors ma curiosité journalistique a été immédiatement mise en éveil, puisque je me suis dit, tiens, en 1942, il y aurait eu des paysans au Vietnam qui se lèvent un matin et qui se disent, tiens, je vais aller en France faire pousser du riz. Je me suis dit qu'il devait y avoir quelque chose là derrière. Et donc, petit à petit, j'ai tiré le fil. Et toute la pelote de cette page d'histoire coloniale française s'est enfin déroulée. À savoir donc que, en 1939, à la déclaration de la guerre, la France, qui était un État colonial, a jugé parfaitement légitime d'aller puiser dans ses colonies, et en particulier en Indochine, les forces humaines dont elle avait besoin. Et donc, 20 000 paysans vietnamiens ont été ainsi recrutés, la plupart de force, arrachés à leur famille, ont été recrutés non pas pour servir de soldats au front, mais pour servir d'ouvriers dans les usines d'armement à l'arrière du front. Alors là, a débuté pour vous tout un travail de recherche. Vous êtes resté en France pour chercher justement l'essence même de votre livre, de votre récit, mais également vous êtes parti au Vietnam à la rencontre de ces immigrés. Vous en avez retrouvé? Absolument, parce que je découvrais cette page d'histoire enfouie 70 ans après les faits, si vous voulez. Et donc, je me suis dit, ces 20 000 hommes, il doit en rester quelques-uns encore en vie. Il faut que je me dépêche, que je les retrouve et que je recueille leurs témoignages avant qu'il soit trop tard, avant que cette source de connaissances se tarisse. Et donc, sur les 20 000, seulement 2 à 3 000 sont finalement restés en France après la fin de la guerre, mais la plupart d'entre eux sont repartis au Vietnam. Et donc c'est surtout au Vietnam que j'avais des chances d'en trouver. Et donc en 2007 ou 2008, je suis parti au Vietnam, parcourant villages et villes à la recherche de ces vieux monsieur. Finalement, j'en ai trouvé une quinzaine qui ont accepté de m'offrir le récit de leur vie, un récit qu'ils n'avaient raconté à personne et souvent pas même à leur enfant. Alors justement, qu'est-ce qu'ils vous ont raconté? Alors, ils m'ont raconté le recrutement. Alors déjà dans le cadre de l'oppression coloniale, en 1939, ils m'ont raconté le voyage terrible en fond de cale en bateau, un voyage qui à l'époque durait 5 à 6 semaines, l'arrivée en France. Ils ont été tout de suite internés dans des camps, et là on est au cœur de
d'une autre page d'histoire qui a été très longtemps enfouie en France, qui est l'histoire des camps d'internement de populations civiles pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant très longtemps, dans la conscience française, les camps d'internement, c'était les méchants Allemands. Et en fait, c'est grâce aux travaux notamment de l'historien Denis Péchanski, il y a une vingtaine d'années, on a découvert que en France aussi, pendant la Seconde Guerre mondiale, et même un peu avant avec les républicains espagnols, la France a construit des camps d'internement. Et d'ailleurs, le Lot-et-Garonne a participé tristement à cette histoire, puisqu'il y a eu des camps qui ont commencé à fonctionner dès 1939 pour les républicains espagnols, donc des camps à Villeneuve-sur-Lot et à Bias. Ces deux camps-là que je cite sont beaucoup plus connus dans leur phase finale. Pour Villeneuve-sur-Lot, c'est l'internement des rapatriés vietnamiens après 1954, qui est donc pas du tout la même histoire que les travailleurs indochinois de la Seconde Guerre mondiale. Et pour le camp de Bias, c'est l'internement, l'accueil, comme on dit pudiquement, de familles harkis après 1962. Or, ces camps-là ont accueilli, entre guillemets, des populations bien avant ces deux-là qui sont plus restés dans la mémoire des gens du Lot-et-Garonne. Alors, ces Vietnamiens qui vous ont conté leur récit, qu'est-ce qu'ils gardent en eux, concrètement? Des cicatrices toujours de cette époque, leur mémoire reste intacte? Alors, vous avez posé deux questions en une. Tout d'abord, la question de la mémoire. J'étais au départ un peu inquiet en me disant je vais retrouver des vieux monsieur qui ont 90 ans, je vais leur demander de me raconter des histoires de leur vie d'il y a 70 ans, soit ils vont plus se souvenir de rien, soit ils vont me raconter des choses à moitié erronées. Alors, tout d'abord, j'ai été extrêmement agréablement surpris de voir que leur mémoire semblait extrêmement vivace. Et d'ailleurs, depuis que je travaille sur les témoignages de très très vieilles personnes, je me rends compte d'un phénomène assez classique où les vieilles personnes se souviennent souvent beaucoup mieux d'événements extrêmement anciens que de l'endroit où ils ont mis leurs clés de la maison il y a une heure. Et surtout, et là on a le lien avec les archives départementales, en même temps que je recueillais ces témoignages, je me suis dit il faut absolument que je les confronte avec des documents d'archives, les archives de l'administration française, pour faire un véritable travail d'historien, on va dire, avec l'idée qu'il faut aussi se méfier des documents d'archives, surtout lorsqu'ils sont écrits par une administration française coloniale qui trouve ça tout à fait légitime d'interner ce qu'on appelait à l'époque donc des indigènes. Et donc, là encore, nouvelle surprise de voir combien les données recueillies dans les archives concordaient à 98% parfaitement avec la mémoire que m'offraient ces vieux monsieur. Maintenant, je réponds à votre seconde question, les cicatrices. Là encore, grande surprise parce que, si vous voulez, nous sommes aujourd'hui dans un temps, dans une génération qui a complètement fait le deuil de la colonisation, de l'esprit colonial, et aujourd'hui nous pensons en principe, c'est une pensée partagée par à peu près l'ensemble de la société française, que la colonisation était globalement un scandale, une forme d'oppression de l'État français sur d'autres peuples, et que ces peuples opprimés ont toutes les raisons
aujourd'hui, pour ceux qui sont encore vivants, de se plaindre amèrement de ce que l'État français leur a fait subir. Et alors là, nouvelle surprise avec ces vieux monsieur qui n'expriment au soir de leur vie aucun ressentiment envers l'État français. Alors, et j'avais beau essayer presque de les solliciter, mais c'est vraiment salaud ce que la France vous a fait, tout ça. Mais non, ils n'allaient pas du tout dans ce sens-là. Alors, c'est pas la culture aussi indochinoise qui veut ça, ne pas avoir de rancœur. Vous voulez dire donc la culture vietnamienne. Oui. Et alors, il faut se méfier des représentations qu'on peut se faire sur les Asiatiques comme ça, tout gentils, qui enfin, dans une philosophie un peu zen. Je sais pas. Bon, je pense que en tous les cas, ces hommes qui étaient très âgés avaient certainement la conscience que finalement, leur vie, ils avaient eu beaucoup de chance dans leur vie d'avoir vécu aussi longtemps, d'être encore en vie, et ils se concentraient plutôt sur ce bonheur d'être encore en vie, plutôt que de ressasser des idées noires sur en gros leurs 10 années d'une jeunesse volée par l'État français. Ils ne se sont pas sentis maltraités à cette... Ah si. Alors, c'est-à-dire que à la fois, il n'y avait pas de ressentiment 70 ans plus tard, à la fois, ils étaient très clairs sur les mauvais traitements subis par l'État français, mauvais traitements qui sont principalement le fait d'avoir été arrachés de force à leur pays, à leur famille. Deuxièmement, le fait d'avoir été mis dans des camps. Et troisièmement, c'était l'encadrement des camps, donc le personnel français qui les traitait véritablement comme des sous-hommes, qui les giflait, qui leur donnait des coups, qui les mettait dans la prison du camp, chaque camp avait une prison, etc., et qui leur piquait les maigres rations de nourriture qui leur étaient attribuées. Dernier point de scandale qu'ils ont subi, c'est que pendant toutes ces années où on les a fait travailler d'abord dans des poudreries et ensuite dans tous les secteurs de l'économie française, l'État français ne leur a jamais versé le moindre salaire. Encore pire, l'État français percevait le salaire des entreprises qui employaient ces hommes, mais l'État français n'a jamais reversé donc le moindre salaire. Mais voilà, il y avait donc le récit de ces faits sévères, mais il n'y avait aucune rancune là-dessus. Et une deuxième raison que j'ai toujours soupçonnée, c'est que ce qui était très troublant avec ces hommes qui avaient donc 90 ans, etc., qui étaient nés donc dans les années 20, les années 30, qui étaient nés dans les années 20, dans l'Indochine colonisée par la France, j'avais presque l'impression d'entendre des voix vraiment qui venaient de cette situation coloniale où le colonisé ne se plaint pas de son rôle, de sa situation de colonisé, puisque dans la perversité du système colonial, il y a eu la capacité de faire croire au peuple colonisé que leur situation était normale et qu'il n'y avait pas lieu de s'en plaindre. Alors Pierre Daume, notre émission ne fait qu'un quart d'heure, qu'un tout petit quart d'heure. Malheureusement, ce sujet nous entraînerait sur plus d'émissions. J'invite bien sûr les auditeurs à lire votre livre Immigrés de force, les travailleurs indochinois en France, aux éditions Actes Sud. De ce livre a découlé une exposition qui tourne un petit peu dans une quinzaine de départements du sud de la France, notamment à Agen. Elle est visible jusqu'à la fin du mois, donc chers auditeurs, dépêchez-vous. Sandrine Lacombe viendra nous rejoindre dans quelques jours pour nous parler plus en détail de cette exposition. Pierre, dites-nous en quelques minutes, s'il vous plaît, cette exposition, pourquoi vous avez voulu absolument la créer ? Alors, après le livre, je me suis dit, bon,
pour diffuser cette connaissance, il peut être bon de trouver d'autres moyens. Le livre, c'est plutôt très bien vendu pour un livre de cette catégorie des essais historiques, mais voilà, pour toucher un plus large public, une exposition qui pourrait circuler notamment dans tous ces départements qui ont eu des camps d'internement de travailleurs indochinois, ça pourrait être très bien. Et donc, avec un graphiste, nous avons créé cette exposition en 20 panneaux autoportants, et donc qui, en effet, est très demandé dans tout le grand sud de la France, et ça permet notamment à des gens qui n'ont pas spontanément accès aux livres, ça permet à des scolaires de venir découvrir cette page d'histoire. Merci beaucoup Pierre Dôme d'être venu nous parler de votre livre Immigrés de force, les travailleurs indochinois en France, 1939-1952, paru en 2009 chez Actes Sud, ainsi que d'une exposition qui circule actuellement dans une quinzaine de départements et qui fait donc escale jusqu'à la fin du mois à l'hôtel du département à Agen. C'était l'invité du jour, animé par Sybille Rousseau.